Alors, est-ce que pour commencer, tu peux te présenter en quelques mots? Oh là, faut être synthétique. Je m'appelle Timon, j'ai 23 ans. Et qu'est-ce que je fais dans la vie là, je prends une petite année sabbatique après mes études et je fais. Enfin, j'aime beaucoup la montagne, donc je vais souvent à la montagne. Voilà. Et si tu devais te définir ta personnalité en 3 mots, qu'est-ce que tu dirais? Vadrouilleur, créatif et passionné. Alors, par rapport au donc, le diabète de type 1, ça a été quand le diagnostic? À quel âge? Ça a été quand j'avais 9 ans. Ok. Donc j'ai eu la bascule, la vie avant le diabète et la vie avec le diabète. J'ai plutôt de souvenirs de la vie d'avant, entre guillemets. Pour l'instant, c'est vraiment la vie avec le diabète qui est prépondérante, en fait. Et tu te souviens du moment du diagnostic ou non, pas vraiment? Je m'en souviens, mais très vaguement. Je me souviens que j'avais les parents d'un ami qui est... Enfin, le frère d'un ami qui était diabétique, et les parents m'avaient proposé de faire une bandelette urinaire parce que pour moi, les dextros, c'était incommensurable. Et du coup, c'est comme ça qu'on a vu que il y avait un résultat positif. Et donc, je me souviens du fait d'être passé très vite fait à la maison récupérer plein d'affaires et d'être allé à l'hôpital. Et après, je me souviens très vite fait de l'hospitalisation. Je me souviens très vite fait un peu du cafouillage dans lequel j'étais en mode ok, visiblement il se passe un truc grave, mais moi je me sens pas spécialement mal. Puis ensuite, il y a eu l'annonce des piqûres et ça c'était un peu plus compliqué. Mais par contre, je n'ai plus trop de souvenirs de cet aspect-là. Comment t'as vécu ton enfance avec ça? Je pense un peu particulier parce que ça a mis beaucoup d'insécurité, que ce soit pour moi ou même pour ma famille, de pression et d'angoisse, cet aspect-là. Dans un premier temps de mon enfance, j'étais assez dans mon coin ou avec mes amis, donc ça posait pas trop problème. C'est à partir du moment de l'adolescence où j'ai commencé à vouloir bouger un peu plus partout, où ça a mis un peu des nouveaux enjeux sur lesquels il a fallu trouver des solutions et des compromis avec ma famille. Et on va dire c'est là où ça a été un peu la première période où on a parlé diabète et de nos insécurités respectives. C'était assez particulier. Avec tes parents en Avec plus? mes parents. Ouais. Parce qu'avant, c'est eux qui géraient au début. Ouais. Progressivement, j'ai appris aussi à être plus autonome sur la gestion de la maladie, mais l'idée de partir un peu plus loin, un peu plus longtemps, ça mettait quand même une insécurité sur laquelle moi ça allait, mais parce que je pense que je me reposais aussi beaucoup sur eux indirectement. Et les études, tu les as fait loin après? Oui, il y a eu un peu un contre-coup, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, j'ai fini par trouver ça très oppressant. Et quand est venu le moment de mes études, je suis parti à 500 km de chez mes parents. Donc ça marquait une coupure nette aussi. Et je rentrais très peu souvent, donc ça a accentué un peu ce côté, ok, maintenant je veux prendre mon autonomie sur ce que je fais de ma vie au quotidien et notamment sur ma manière de bouger un peu partout à droite à gauche sans qu'il y ait de pression directe sur le diabète. Okay. Je pense que c'était vraiment cet effet un peu contre-coup en mode maintenant c'est tout ou rien, quoi. Il n'y a pas de demi-mesure. Et est-ce que tu as senti à un moment qu'avec la maladie, il y avait une différence avec les autres ou pendant l'enfance, après aussi pendant l'adolescence, comment tu as vécu ça? Alors j'ai senti qu'il y a eu une différence à certains moments sur la primaire. J'ai eu un peu le truc classique de t'es diabétique, on t'approche pas, mais ça a été très bref. Je me souviens que c'était désagréable, mais ça n'a pas duré très longtemps, donc j'en garde pas un souvenir trop traumatisant. Sur l'adolescence, globalement ça allait parce que j'étais dans un groupe de potes qui était ouvert à ça et qui était bienveillant là-dessus, donc ça allait. Après il y a eu tout l'aspect bataillé avec tout ce qui va être les médecins scolaires. Au collège, j'ai eu de la chance d'avoir au début des profs plutôt facilitants, voire même hyper bienveillants là-dessus. Sur la fin du collège, j'ai commencé à avoir des profs un peu récalcitrants, voire même un peu
dans la provoque là-dessus. Ah ouais? Du coup, ça a nourri un peu une réaction de rejet aussi réciproque, on va dire. C'est-à-dire récalcitrant, enfin, est-ce que tu peux en parler peut-être? Récalcitrant dans le sens où soit je me mangeais des remarques quand je me sucrais par exemple en cours, soit j'ai carrément eu des profs qui me taclaient sur le diabète en disant que c'était une excuse ou des trucs dans le genre. Ok. Moins cool. Ouais, moins cool, ouais. Et parce que toi, tu l'abordes facilement, en tout cas. Ouais, j'en parle assez facilement, peut-être trop facilement. Je peux concevoir que des fois ça peut être un peu déconcertant à recevoir. Mais oui, c'est quelque chose sur lequel j'ai pas de souci à en parler, j'ai pas trop de soucis à faire de la pédagogie aussi là-dessus. Si il y a des personnes qui ont des questions, ou quand il y a des personnes, j'entends dire des trucs pas ouf, et je suis un peu en mode ah, c'est pas exactement ça. Mais ouais, c'est pas un truc sur lequel je vais chercher à cacher mon diabète ou je vais chercher à pas en parler. En général, j'arrive un peu les pieds dans le plat en disant voilà, c'est là. Et puis, c'est comme ça. Est-ce que il y a eu une phase un peu de rejet ou de non-acceptation à un moment qui t'a marqué? Oui, bah pendant l'adolescence, enfin pendant la première année de diabète, il y a eu forcément d'un peu de rejet dans le processus du deuil un peu de la vie d'avant. Ouais. Pendant l'adolescence, il y a eu une autre forme de rejet, mais plutôt un ras-le-bol de la maladie, pas dans l'envie de plus être diabétique, mais juste que de plus me prendre la tête, de plus avoir à gérer la charge mentale. Et encore aujourd'hui, hein, je vois que j'ai énormément de taf à faire là-dessus, donc c'est un travail de tous les jours. Il y a des moments ça va être plus ou moins facile, il y a des moments ça va être carrément difficile, mais moins qu'à l'adolescence. L'adolescence c'était vraiment une période de rejet où vraiment je checkais quasiment plus mes glycémies. En fait je faisais le minimum pour pas me mettre en danger vital, mais c'est tout quoi. Ouais. Et après, quand il y avait les rendez-vous diabéto, des fois, j'improvisais des trucs à noter sur mes carnets de glycémie. Ah tiens, c'est marrant, c'est chelou ta manière de réagir. Ah oui, oh, je comprends pas pourquoi. Ouais, c'était un peu compliqué. Et là, tu disais que au niveau du diagnostic, je repars un peu en arrière, tu as vécu une forme de deuil en fait de la vie d'avant. Ce qui a été le plus marquant, c'est que quand j'étais petit, je voulais être pompier. Et puis, c'était vraiment un truc. Tout à l'heure dans la présentation, je disais le côté passionné. Vraiment, les passions pour moi, il n'y a pas de demi-mesure. C'est ce qui va dicter un peu ma vie, sinon ça n'a pas. Entre guillemets, ma vie n'a pas de sens. Et donc, ça faisait quasiment 4 ou 5 ans que j'étais à fond dans les pompiers. Je lisais déjà des bouquins qu'on donne pour les formations pro. Okay. J'avais 9 ans. Et en fait, moi, je m'étais dit, voilà, je veux faire ça. Puis on me dit du jour au lendemain, bah non, en fait, tu peux pas. Avec une certaine forme d'absence de tact qui n'a pas été facile à digérer. Donc au début, il y a un peu le déni en mode, mais non, mais c'est passager. Et puis quand on dit non, c'est vite en mode. Bon. Donc il y a eu une phase un peu d'errance la première année où en fait j'ai été confronté à ce côté un peu dureté de la réalité du handicap. Et ça, à 9 ans, c'était un peu rude. Puis après, j'ai trouvé d'autres centres d'intérêt qui me traînent depuis maintenant le début du diabète, donc ça va faire 15 ans. Est-ce que tu as eu un grand défi en fait, dans ta vie, que ce soit personnel ou social, en lien avec le diabète à surmonter, quelque chose qui t'a marqué? Alors là, tout de suite, ce qui me vient en tête, c'est l'engagement que j'ai pris dans des actions en lien avec le diabète. Je me suis rendu compte que un des processus qui m'a beaucoup aidé, c'est de parler du diabète, de faire des choses qui ont un lien avec ça, sur faire connaître un peu la maladie, ou alors avoir mettre à contribution mon expérience, même si elle est imparfaite. Bon, après, il n'y a pas de diabète parfait, bien sûr, mais au service aussi d'autres personnes qui pourraient en avoir besoin. Je pense que c'était une manière de me réapproprier aussi ma maladie et d'en faire quelque chose de constructif. Donc il y a tous les engagements que j'ai pu
j'ai pu faire quand j'étais adolescent, c'était avec mon prestataire. Donc c'était plein de des petites actions, des groupes de parole, des trucs dans le genre. Il y a aussi eu les séjours AJD quand j'étais jeune, qui ont beaucoup compté pour moi dans la manière de vivre mon diabète un peu différemment. Et puis ensuite la bascule quand je suis devenu adulte, j'ai voulu continuer ça, mais en tant qu'anime, sur les séjours AJD. Et là, c'était un peu, pas la consécration, mais ça a été poussé un peu plus loin, justement, ce qui me tenait à cœur avec ce que je trouvais dans les engagements sur le diabète. Parce que là, il y avait le côté encadrer un groupe de jeunes en séjour, mais il y avait surtout le côté, en fait, des ressources aussi pour les jeunes, ou même pour les autres cadres qui sont des T1 ou pas. Et ça, c'était vraiment chouette. J'ai eu l'impression que là, ma manière de vivre le diabète, elle avait pris un tournant. Puis après, il y a aussi tout ce que j'ai continué à l'AJD, au conseil jeune adulte de l'AJD. C'est vraiment ce qui donne du sens un peu à ce que je fais de ma maladie. Et après, dans les gros autres défis, il y a eu tout ce qui a été concilié, un peu mon besoin de voyager, de vadrouiller, que ce soit en montagne ou en mer. Je dirais que le plus gros défi, ça a été de pouvoir réussir à prendre confiance suffisamment en moi pour partir seul en montagne, et aussi de faire de la plongée. Parce que pour la plongée, pour le fait de partir seul, il y a aussi l'aspect qu'en plus du diabète, j'ai été diagnostiqué épileptique, et donc c'est une épilepsie qui est corrélée à mon diabète, qui va me donner une sensibilité plus importante à la perte de connaissance et aux convulsions quand il y a une hypoglycémie qui peut être sévère, ou alors quand il y a des grosses variations de glycémie, genre t'as un qui a été bouché depuis 2 jours, ça redescend pas, d'un coup hop, tu changes ça redescend d'un coup, tu baisses de 3 grammes en 1 heure, ça peut être un facteur favorisant. Bon, aujourd'hui je suis sous traitement et j'ai plus de crise depuis 5 ans, mais du coup il y a ce côté, c'est diabète et épilepsie, c'est 2 contre-indications quand même assez majeures aux activités que j'aime bien faire. Et le gros défi, c'était de tordre un peu le cou à ça, sans basculer pour autant dans quelque chose d'un peu inconscient. C'est-à-dire que j'évalue vraiment le ratio plaisir de l'activité et risque encouru pour être sur quelque chose qui ne soit pas anxiogène et en même temps qui ait du sens dans ce que je veux faire. Et du coup, mon expérience aussi, je sais que je peux la mettre à contribution pour d'autres personnes qui aimeraient vivre des trucs comme ça. Et je trouve, pour moi, c'est vraiment, encore une fois, mettre du sens dans ce que je fais dans ma vie en tant que patient. Là, tu parlais des traitements, donc avant, tu étais sous stylo. Ouais. Et là, tu es sous quoi actuellement? Toujours sous stylo Je suis sous pompe. Alors en fait, j'ai commencé la première année de mon diabète sous stylo. Et ensuite, j'ai voulu très tôt passer sous pompe. Donc c'était en 2011 ou 2012. Et j'avais été un des premiers enfants/jeunes ados de mon département à recevoir une pompe. J'ai été sous pompe pendant 11 ans. J'ai eu 3 ou 4 modèles de pompes différentes. J'ai terminé par les omnipodes. Et à un moment, j'en ai eu un peu ras-le-bol et je suis repassé sous stylo. Ça devait durer 1 mois, ça a duré 2 ans et demi. Mais parce que j'avais bien réconcilié avec le geste médical du stylo, parce que je voyais qu'avec la pompe, je changeais mes cathés 1 fois tous les 4 jours, et puis, ou plus, et puis j'oubliais plein de bolus. Le moment où je suis repassé sous stylo, c'était vraiment un moment où j'étais dans un gros mal-être vis-à-vis du diabète et même de manière générale. Et repasser au stylo, c'était reprendre un peu le contrôle sur ma manière de choisir comment vivre mon diabète. Et ça, c'était chouette. Puis, d'un point de vue purement pragmatique, j'arrivais à faire tenir 3 semaines de matos diabète dans une poche cargo de pantalon avec les stylos, là où sous pompe, je vois la limite un peu en termes d'encombrement dans un sac à dos, par exemple, pour une rando, pour un voyage, etc. Et du coup, très vite est venue l'idée de me dire c'est pas parce que je suis sous pompe que je dois rester tout le temps sous pompe, et c'est pas parce que je suis sous stylo que je dois rester tout le temps sous stylo. Donc j'ajuste un peu. Je sais qu'au quotidien, la pompe, ça va être plus confortable parce que s'il y a des variations dans l'emploi du temps, je peux m'adapter. Mais quand je pars
montagne ou quand je partais en mer et que j'avais des conditions un peu spécifiques, le stylo, c'était pas mal parce qu'il y avait quelque chose d'assez régulier. Donc le stylo passait mieux là-dessus. Et du coup, là, la pompe que j'ai, c'est une sans pompe, c'est-à-dire la pompe que quasiment personne n'a. Coucou. Et la raison pour laquelle je l'ai choisie, encore une fois, c'est purement pragmatique par rapport à mes besoins, c'est parce qu'elle est étanche. Ah oui. Il y a un petit joint d'étanchéité là. Et du coup, je sais plus, je crois que c'est un truc genre IPX7 ou 8. Donc elle peut prendre vraiment la pluie ou une grosse vague dans la tronche et elle va pas broncher théoriquement. J'ai pas été testé, mais en termes de spécificité, elle est censée pouvoir tenir à peu près 1 heure à 1 mètre de profondeur sous l'eau. J'ai pas été testé. T'es pas en boucle fermée avec ça? Non, je suis pas encore en boucle fermée, c'est un projet à terme, mais pour l'instant je suis encore sur liste d'attente. Ok. Alors, la première question, c'est est-ce que tu as ressenti un impact sur ton estime de toi par rapport au diabète? L'estime, moi je le considère plus comme les valeurs, les capacités, enfin de comment tu te valorises en fait. Ouais, j'ai clairement senti un impact là-dessus qui m'a beaucoup angoissé et questionné pendant l'adolescence. Et c'est à partir du moment où j'ai commencé vraiment à faire des choses qui me faisaient du bien, à bouger un peu plus, à reprendre un peu, enfin à laisser la passion reprendre un peu le contrôle de ma vie, et donc à sortir plus, à bouger un peu plus, à vivre des expériences un peu plus riches que être un peu dans mon coin entre quatre murs. C'est à partir de ce moment-là où je me suis dit ok, c'est pas impossible de vivre des choses. Mais longtemps j'ai eu le discours de tu peux tout faire avec le diabète, mais il y avait quand même cette angoisse de me dire ok, je peux tout faire, mais j'ai aucune ressource qui me prouve par A plus B que je peux le faire. Et ça, dans la phase adolescence où j'ai pas vécu trop d'expériences de vie de manière générale, j'allais de temps en temps faire des nuits chez des amis, mais ça restait très limité. Ou alors quand je partais tout seul, c'était pour aller au parc du coin. Donc c'est vraiment à partir de 16-17 ans où j'ai commencé à beaucoup plus faire des trucs à l'extérieur, tout seul. Où là, je me suis rendu compte que je pouvais faire des choses. Et ça a ouvert une première réconciliation avec l'estime de moi. Après, ce qui a beaucoup joué positivement aussi, c'est les séjours à JD où on allait à la montagne, à la mer, et où je me suis rendu compte que c'était possible de faire plein de randonnées, du bateau, des trucs dans le genre. Ça a pas mal joué. Après, sur tout ce qui est rando, vélo, des trucs dans le genre, je viens d'une famille où on marche beaucoup, on fait beaucoup de vélo, donc ça je savais que je pouvais le faire, mais c'était toujours dans un cadre où j'étais jamais seul et où il y avait des personnes en sécurité. Moi, ce que je me suis rendu compte avec le temps pendant l'adolescence, c'est que j'ai besoin d'avoir des moments seul autant que des moments avec des gens. Et il y avait toute cette angoisse autour d'être seul dans une situation compliquée avec le diabète et l'épilepsie. Et s'il y a eu un moment où l'estime de moi, elle a beaucoup changé, c'est à partir du moment où j'ai commencé à faire des hypoglycémies sévères et des malaises dus à l'épilepsie. Et où là, j'avais l'impression que j'étais plus capable de faire quoi que ce soit tout seul. Et puis, il y a un jour où j'ai fait un malaise tout seul. Je me souviens des derniers moments avant de perdre connaissance sur ce malaise-là. J'ai senti que je me sentais partir. C'est l'avantage d'avoir fait plein de malaises avant. J'avais vite identifié ce qui allait se passer. Et en fait, je me suis juste laissé tomber contre un mur. Et avec... alors, j'ai aucune idée de comment j'ai réussi à faire ça, mais j'ai réussi à prendre mon sac de cours, à le mettre devant ma tête pour éviter de taper et juste faire en sorte d'atterrir sur le ventre pour pas risquer de m'étouffer si je suis sur le dos. Je me dis, mais l'instinct de survie, il est quand même assez fou. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, ok, il n'y a rien d'irrémédiable malgré les pathologies que je cumule. Je sais que même si je suis tout seul, j'ai suffisamment de pensée pragmatique dans les situations d'urgence et de connaissance sur mes sensations pour pouvoir un peu anticiper les moments
qui pourraient être à risque, les éviter ou alors les cerner et réagir vite en conséquence. Et c'est à partir de ce moment-là où il y a eu vraiment quelque chose qui s'est débloqué. En fait, c'est vraiment de vivre l'expérience que déjà ça rassure, de dire ok, parce que souvent on entend beaucoup des personnes dire oui, de toute façon c'est possible, mais tant qu'on le vit pas, souvent on n'intègre pas, même notre cerveau n'intègre pas, et l'expérience aide beaucoup, et c'est intéressant ce que tu dis même par rapport à ton malaise, parce que souvent quand on est seul, avec tout ça, il y a des angoisses liées à la mort aussi. Ah oui, clairement. Qui sont très présentes. Et donc c'est vrai que d'avoir cette expérience-là, de dire ok, de se connaître et de savoir réagir, même dans les cas en fait, un peu plus d'urgence, voilà, ça aide beaucoup. Mais c'est intéressant ce que tu dis sur la mort, parce que j'ai l'impression, après peut-être que ça a changé aussi avec le temps, que c'est quand même un mot qui est difficile à poser en tant que patient, cette peur-là vraiment de la mort, et de la poser comme telle, de dire ouais, en fait, avec cette maladie-là, t'es confronté dès le diagnostic à ta propre vulnérabilité, à ta propre mortalité, et en fait c'est compliqué de l'aborder, même avec des personnes concernées, ou même avec des personnes aidantes. C'est pas un sujet facile à donner entre guillemets, et pour la personne en face à recevoir aussi. Donc je pense que ma volonté d'engagement vis-à-vis de faire des actions en lien avec le diabète, ça vient aussi beaucoup de ça, de dire cache, il y a ces choses-là, il faut mettre des mots dessus pour pouvoir mieux avancer après de son côté dans sa propre vie. Mais clairement, je pense que c'est important de pouvoir en parler. Des fois ça peut faire peur, mais je pense qu'il faut, il y a des tabous, mais faut un peu rompre ces tabous-là. Et c'est vrai que même c'est un sujet qui est directement, je sais qu'il y a des personnes non, je ne veux pas parler de ça. Parce que parler de ça, ça renvoie à notre propre mort, notre propre fin, et à nos propres angoisses. Donc ça peut projeter aussi sur l'autre les angoisses et tout, donc c'est comment on va pouvoir aborder ça simplement, et voilà, c'est... Au niveau de la relation avec ton corps, est-ce que tu as eu des difficultés en lien avec la maladie, en lien avec les injections, capteurs, pompes, tout ça? La première phase post-découverte du diabète, ça a été compliqué. Tout l'aspect injection, j'en ai aucun souvenir de ça, mais c'est ce que mes parents m'ont raconté. L'hospitalisation pour le diabète, vraiment hurler dans tout le service pour pas avoir les piqûres. Je crois, mais ça c'est à confirmer, mais je crois qu'il y avait des moments où carrément on mettait le gaz là pour te détendre, pour faire les injections, parce que non, pour moi c'était mort, ça, c'était pas possible, je supportais pas. Au bout d'un moment, je me suis résigné quand j'ai compris que ma vie en dépendait. Et le geste médical sur les premières années de diabète, il a toujours été un peu anxiogène. Et puis à partir du moment où j'ai vu un sens pour m'autonomiser, ça a été plus facile de l'accepter. Et après, une fois que je l'avais accepté, j'ai pas souvenir d'avoir eu trop de difficultés à accepter mon rapport au corps et mon rapport à la maladie. Vu que c'est quelque chose que je montre assez facilement, j'ai pas honte de montrer un bout de peau avec un cathé, ou de montrer l'injection, etc. Tiens, j'ai une anecdote qui vient de me popper dans la tête. C'était quand je rentrais au collège. Du coup, il y a eu un peu préparation PAI, tout ça, avec l'équipe pédagogique du collège, notamment la principale, qui a été une super principale pour le coup. Je me trouve très chanceux de l'avoir eu sur mon entrée dans le collège par rapport au diabète. Je me souviens qu'elle m'a posé la question, donc il y avait mes parents, je me souviens qu'elle m'a posé la question à quoi ça ressemblait un cathé, moi spontanément, qui baisse mon pantalon, qui lui monte le haut de ma fesse en mode ça ressemble à ça. Ouais. Donc cette situation-là, je la trouve assez cocasse. On s'était rencontrés 30 minutes plus tôt et je lui montrais déjà mes fesses. mais du coup, ouais, j'ai pas de honte particulière sur mon corps, même à l'adolescence. J'ai pas souvenir d'avoir eu de honte particulière sur
sur mon corps par rapport au diabète, quoi que ce soit. En fait, j'avais un peu du mal à comprendre le fait que les autres puissent avoir des complexes de base. Donc, les comprendre pour moi-même, c'était différent. Ça a évolué un peu avec l'âge. Il y a eu quelques fois où j'ai pu en avoir, mais c'était des petits trucs qui ont fini par passer avec le temps. Donc, non, mon rapport au corps, il a été assez tranquille. Okay. Même avec par exemple, là, le freestyle qu'on peut voir. Ah, ça, je m'en fous vraiment. Ouais. Ça a toujours été le cas, que ce soit pour la pompe, pour le freestyle. Ça fait partie de moi, donc pour moi, c'est indissociable de moi, donc je vois pas pourquoi je le cacherais. Mais après, c'est pas pour autant que je comprends pas pourquoi certaines personnes ressentent l'envie ou le besoin de pas forcément le montrer. C'est juste que pour moi, je pars du principe que bah, ça fait partie de ma vie, donc c'est comme ça. C'est au même titre que ma coupe de cheveux ou mon style vestimentaire, ça fait partie de moi, donc point. C'est tout. Oui, puis voilà, faire des injections en public, c'est jamais. Oh non, 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 ça je m'en fous. J'ai eu des remarques des fois de gens là-dessus, sur les injections en public, des gens que ça mettait mal à l'aise, parce que faut pas trop que ça se voit parce que c'est gênant. J'ai eu des remarques aussi quand j'en faisais des fois dans la rue en me disant un après-midi de fin d'année de collège, donc tout le monde se retrouve au parc à côté, on prend des bonbons. Moi qui me fait mon injection et qui va piocher dans les bonbons, puis t'as quelqu'un qui passe qui fait ah, t'es diabétique, t'es complètement irresponsable de manger ça et tout. J'ai mis la main dans sa je manger en regardant droit dans les yeux en disant t'es qui pour dire ça en fait. Donc montrer que je suis diabétique, montrer les injections en public, même si les gens font des remarques, je m'en fous. Au pire, je me dis soit c'est des personnes pas très ouvertes d'esprit, soit c'est des personnes qui juste comprennent pas et essayent de juste décoder avec leur connaissance et qui font du mieux qu'elles peuvent. Loin de moi l'idée de critiquer non plus. Mais voilà, j'ai appris avec le temps à vraiment être tranquille là-dessus sur le fait de le montrer en public. Ouais, et puis en fait, toi, tu te connais et tu sais très bien qu'en fait, en face, c'est juste pas forcément peut-être les connaissances ou l'ouverture d'esprit. Bah, si c'est quelqu'un qui est un peu en mode excuse-moi, mais je suis pas sûr, je suis en mode ok, y a pas de souci, on va discuter. Si c'est quelqu'un qui arrive un peu en posture inquisitrice, bon là, on va rentrer un peu dans le joute si tu me cherches. Quoi. En lien avec tes relations, par exemple, sociales, amicales, donc tu dis que tu as pu facilement leur expliquer, mais est-ce que ça a pu te mettre des freins à des rencontres, ou même au niveau amoureux, enfin, des fois au niveau du couple, des fois ça pose un peu plus, des fois, plus de peur, on va dire, que quand c'est des amis. Alors, sur les relations amicales, je me trouve très chanceux parce que je suis toujours tombé sur des personnes qui avaient aucun souci avec ça et qui étaient même qui prenaient part à ma vie de patient aussi sans être dans l'intrusion. C'était on va un truc manger, bon bah est-ce que ça te va et tout comme ça parce que j'ai vu qu'il y avait des féculents donc ça tient pourtant pas ou ah bah j'ai pris une botte de sucre dans mon sac comme ça si jamais t'en oublies il y a toujours un backup ou alors juste des personnes avec qui échanger de la charge mentale etc même si c'est des personnes avec d'autres maladies chroniques que le diabète il y a un peu cette jonction de vécu avec la charge mentale. Et ça, c'était très agréable de pouvoir en parler. Niveau sentimental, relation amoureuse, je suis. J'ai fréquenté surtout des personnes qui étaient soit concernées, soit des personnes aidantes qui étaient soit déjà un peu briefées là-dessus, soit qui étaient enclines à en apprendre là-dessus. Donc ça m'a jamais posé problème dans une relation de couple, une relation amoureuse. Donc c'est pour ça que je me trouve très chanceux quand même que sur les relations sociales
amical ou sentimental, j'ai jamais eu de problème. Après, bien sûr, il y a eu des relations sociales où ça a coincé plus, mais c'était plus dans un cadre soit impersonnel, soit professionnel. Mais ça reste, ça reste très minoritaire et globalement, les gens accueillent ça vraiment de manière chouette. Donc, Bon, tant mieux. ouais. Et au niveau professionnel, tu en parlais brièvement. Niveau professionnel, des fois, il y a eu des incompréhensions, des difficultés à faire comprendre un peu les tenants et les aboutissants, mais ça reste très, très minoritaire. Ça a dû m'arriver une ou deux fois, mais voilà, il y a eu des moments où ça a pu être un peu plus difficile avec des choses à recevoir des autres qui étaient assez dures, mais qui viennent surtout d'une mécompréhension des enjeux parce que quand on me voit comme ça, il n'y a pas grand chose qui dépasse. On voit la pompe, on voit le capteur, mais j'ai pas l'air invalide entre guillemets, donc forcément, si tu n'arrives pas à bien comprendre les tenants et les aboutissants, tu te dis bah ok, il n'y a rien qui dépasse, il a l'air de faire tout comme tout le monde, donc on met les mêmes attendus pour tout le monde. Mais voilà, après ça reste très minoritaire, heureusement, et du coup c'est quand même chouette. Après, dans le cadre du monde du travail, jusqu'à présent, j'ai eu plutôt des personnes qui étaient bienveillantes là-dessus, parce que j'étais dans un univers qui gravitait autour de personnes qui étaient bienveillantes. Mais ce que j'ai beaucoup comme retour sur des personnes qui étaient déjà dans le monde du travail, c'est que en fonction de dans quelle entreprise tu te retrouves, en fonction dans quel milieu tu te retrouves, des fois le diabète peut être vraiment source un peu de jugement ou de pression ou de trucs dans le genre. Et ça, c'est un truc qui nourrit un peu une forme pas de peur du monde du travail, mais de me dire ok, il va falloir que je sois vigilant là-dessus, à bien cerner mes limites et bien poser les termes et identifier ce qui est ok, pas ok, pour pas être amené à revivre des situations un peu douloureuses avec, comme je te disais, les mécompréhensions et des propos qui peuvent être durs parfois à recevoir. Oui, c'est pas toujours non plus évident de se reprendre et quand c'est des remarques qui sont directement ciblées sur toi en tant que personne, au travers du diabète, ou alors qui pointent le diabète et taclent sur tes traits de caractère, ça peut être un peu difficile à vivre. Donc, tu vois, quand il y a l'évocation du diabète comme un peu un moyen de se couvrir, de se planquer, t'entends ça, t'es un peu en mode pas très agréable. Ça, je l'ai eu un peu dans le monde pro, mais surtout dans le monde scolaire. Quand t'es en pleine adolescence, on te dit des trucs comme ça, compliqué de bien se construire. J'ai eu la chance d'être dans pas mal de groupes de parole, c'est ce que je disais tout à l'heure, donc ça permettait aussi de mettre un peu de la distance là-dessus, et c'est pour ça que j'ai pas trop mal vécu ce genre de choses. Mais je me dis, j'aurais été plus isolé. Je pense que ça aurait été un peu compliqué, justement, sur l'image de moi, et je pense que j'aurais eu encore plus tendance à me suradapter que je le faisais déjà. Je me suradaptais déjà beaucoup pour être le plus normal possible. Mais alors là, je pense que ça aurait été encore pire, et je pense que ma santé en aurait pâti encore plus. Alors, penses-tu que le diabète t'a poussé à mieux te connaître ou à développer une forme de force en fait Clairement. Clairement. Je ne sais pas ce que je serais aujourd'hui sans le diabète. En tout cas, en termes de connaissance de moi, ça m'a appris à mieux me connaître physiquement, mentalement aussi. Et ça m'a donné une sacrée force de vie de me dire ok, si je survis à ça, globalement je peux survivre à tout, quoi. Donc même s'il y a des périodes qui vont être plus ou moins faciles à vivre, globalement je garde ce côté ok, j'ai qu'une vie, j'ai 2-3 trucs quand même qui me la compliquent, mais c'est pas pour autant
que je vais pas en profiter le plus possible, quoi. Et le fait de me connaître physiquement, ça m'a permis aussi de me mettre des limites très vite et de jamais me mettre dans des situations qui pourraient être un peu dangereuses. Je parlais tout à l'heure de l'évaluation du ratio plaisir de vivre quelque chose et risque encouru. Ça m'a permis de jamais me mettre en danger, pour autant de faire des trucs que je trouve trop chouettes, et du coup d'avoir vraiment ce côté, il y a du sens dans ce que je fais, ce côté constructif, et pas être dans le surcontrôle non plus. Ça a été un truc très important, c'est de trouver un peu le bon compromis entre faire les choses de manière un peu carrée, mais tout en laissant de la perméabilité à de l'imprévu, parce que c'est le quotidien, parce que c'est les aléas de la vie, et sans être non plus dans le côté trop de contrôle au point que ça en devient oppressant. C'est un sacré travail d'équilibriste, et c'est loin, enfin je suis loin d'avoir trouvé encore mon point d'équilibre. Il y a des fois je galère, voire même je loupe le fil, mais je sais que j'ai un petit filet de sécurité aussi avec mon entourage, avec toutes ces personnes-là qui sont derrière, pour pas non plus perdre hyper confiance en moi. Et au niveau de ton image que tu as de toi, enfin, autant que ce soit physiquement que intérieurement, parce que l'image de soi, ça englobe tout ça, est-ce qu'il y a eu vraiment un moment où ça a pu, parce que c'est la gueule, mais vraiment descendre, et comment tu as pu après surmonter, quels ont été un peu tes outils un peu pour... Les petits tips. Ouais, c'est ça. Enfin oui, il y a eu plein de moments où ça s'est cassé un peu la gueule. Je ne saurais plus dire quels étaient les éléments déclencheurs, mais il y a eu beaucoup de fatigue, de la charge mentale, de la pression, de choses que je pouvais vivre dans ma vie quotidienne avec les cours ou des aléas de la vie. Mais ce qui a beaucoup aidé, c'est à partir du moment... En fait, ce qui a beaucoup changé, c'est quand justement je suis arrivé dans mes études, où je savais que j'avais le contrôle complet sur la manière d'avancer là-dessus. Et donc, ça a été de choisir les personnes avec qui m'entourer, choisir la manière de faire un suivi psy, choisir la manière aussi de faire des choses qui me faisaient du bien, que ce soit des petits trucs du quotidien ou des trucs un peu plus importants comme partir quelques jours marcher, des trucs dans le genre. Vraiment, c'est à partir du moment où j'ai vécu seul et où j'avais le contrôle complet de ce que je faisais au quotidien à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, où j'ai pu un peu mieux cerner un peu tous ces points-là et en faire quelque chose qui me faisait du bien et qui me permettait d'avancer. Donc j'aurais pas de tips particuliers à donner, si ce n'est d'aller voir un psychologue, c'est pas mal quand même. Faut vachement déculpabiliser là-dessus, surtout dans la gestion du diabète. Il me semble qu'en plus, pour tout ce qui est affection longue durée, maintenant il y a des séances qui sont prises en charge, il me semble. Il me semble qu'il y en a quelques-unes. Ouais, et ça pour le coup c'est vraiment bien, faut pas hésiter. Enfin, je sais que ce qui m'a beaucoup aidé, ça a été justement de verbaliser auprès de personnes qui ont les clés aussi pour décoder ça. Ouais, c'était de verbaliser, de me dire ok, il y a quelqu'un en face qui m'écoute et qui comprend ce que je lui dis, donc j'ai pas toute la partie pédagogique à faire. Et donc ça permet de se concentrer vraiment sur le pourquoi du comment de ce que je traverse et de ce que je peux vivre. Est-ce que donc, certaines de tes qualités donc, personnelles t'ont aidé à vivre mieux avec le diabète? Est-ce que, voilà, non, celles que j'ai définies au début ou de manière générale? De manière générale, je pense que ça t'aide à avancer. J'ai globalement toujours été assez optimiste, presque même un peu candide. Du coup, d'une certaine manière, ça m'a quand même bien aidé à avancer dans la vie avec le diabète, en ne voyant pas toujours le côté négatif. Parfois ça a du bon, parfois ça a du moins bon, parce que
dans certains cas, le retour à la réalité peut faire un peu mal. Mais globalement, c'était plutôt quelque chose de bien, ce côté positif, optimiste. Euh, le côté apprendre à gérer le diabète très tôt, de manière assez cocasse, ça m'a vachement aidé pour la manière de gérer l'épilepsie. Parce qu'en fait, j'avais déjà appris à connaître mon corps, à identifier les situations qui pouvaient être un peu à risque avec les hypos, les hyper. Donc en fait, j'ai juste extrapolé ça avec l'épilepsie et vu que cette épilepsie-là, elle est corrélée au diabète, en fait, pour moi, c'est pas une pathologie à part. Souvent, elle rentre un peu dans la globalité du diabète, au même titre que ça peut l'être pour une hypo, une hyper. Donc ça m'a bien aidé là-dessus. Le fait d'avoir le côté très régulier dans la prise en charge, ça a facilité aussi pour tout le traitement, pour l'épilepsie, des trucs dans le genre. Bah, le côté, vu que j'ai réussi un peu à m'approprier le diabète, à en faire quelque chose dont je suis fier, j'ai beaucoup moins peur de me lancer dans des trucs qui peuvent avoir un peu du challenge par rapport au diabète. Je sais que j'ai moins peur de me lancer dans des activités sportives ou dans des loisirs qui pourraient avoir des contre-indications parce que je sais que si je me documente bien, si je me renseigne sur la manière de mettre ça en pratique, je sais que je vais trouver un moyen ou un autre de pouvoir faire ça tout en le faisant dans un cadre avec de la sécurité, quoi. Okay. J'aime pas l'idée de faire un truc un peu en loose day si je sais qu'il y a un risque soit pour moi, soit pour d'autres personnes. Ça, c'est un truc qui me paraît primordial. Alors, quelle place occupe le diabète dans ta vie, en fait? Est-ce que tu lui mets une place centrale actuellement? Parce que je pense que ça a évolué aussi au fil du temps, mais quelle place tu lui donnes? Ça occupe une très grande place. Ça occupe une très grande place. C'est pas la place centrale. La place centrale, elle va être plutôt pour ma vie de manière générale, mais je dirais que c'est une place périphérique qui prend quand même beaucoup d'espace, quoi. Pour moi, c'est presque un trait de caractère qui est indissociable de qui je suis, donc forcément ça va occuper l'espace et ça va me prendre la tête à certains moments, tout comme ça peut être très en retrait, très léger à d'autres moments. Pour moi, je le vois vraiment un peu comme une forme qui va osciller, soit qui va tout occuper à certains moments, soit qui va vraiment se compacter dans d'autres moments. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est un peu mouvant, tu vois. Ouais. Comme une espèce de masse qui pourrait évoluer. Pour reprendre un peu la comparaison avec la notion de place, pour moi, c'est vraiment cette espèce de masse qui soit va grossir et occuper un peu toute ma vie de manière soit positive, soit négative, soit qui va réduire et qui va être dans son petit coin et qui va laisser la place à d'autres choses qui comptent pour moi aussi. C'est vraiment comme ça que je l'imagerais. Ok. J'ai amené plus une réflexion que je me suis posée plus personnellement, parce que souvent, ça marche aussi avec l'épilepsie, mais on dit je suis diabétique ou je suis épileptique, et d'autres maladies, on dit j'ai telle maladie, j'ai par exemple une fibromyalgie, j'ai une endométriose, on ne dit pas je suis endométriose. Est-ce que pour toi c'est juste des mots ou tu l'intègres vraiment comme une définition de qui tu peux être? Une composante. Oh oui, complètement. C'est pour ça que il y a le confort de pouvoir choisir quelle tournure on veut utiliser. Pour moi, dire je suis diabétique, c'est presque un trait de caractère. C'est un truc qui est tellement indissociable de qui je suis, au même titre que ça peut l'être pour, par exemple, mon corps de manière générale, mon style vestimentaire, ma coupe de cheveux. Pour moi, ça fait partie de cet ensemble de qui je suis et je trouve ça chouette de pouvoir dire soit j'ai du diabète si on veut mettre un peu de distance ou dire je suis diabétique, en tout cas moi je le perçois comme ça, je suis diabétique pour l'intégrer comme une composante de qui on est dans sa propre personnalité et dans son corps.
Est-ce que pour toi, il y a des idées reçues ou des stéréotypes sur le diabète de type 1 qui t'énervent particulièrement? Bah, il y a le truc un peu classique de t'as bouffé trop de sucre ou des trucs dans le genre, mais ça m'énerve pas particulièrement. Vu que en général j'aime bien la pédagogie, du coup ça m'énerve pas et j'aime bien prendre le temps de discuter avec la personne quand c'est une personne qui se montre un peu disponible aussi, à dire voilà, c'est pas exactement ça. Je pense que ce qui m'énerve le plus, c'est quand c'est. En fait, ce qui va m'énerver, ça peut être la posture qu'adopte la personne. Ok. Pas forcément la forme de ce qu'elle dit, mais vraiment la manière d'agir, de réagir. Ça peut m'énerver. Mais après, c'est rare que je monte dans les tours aussi, quoi. Mais je pense que le diabète, c'est le seul sujet où je peux monter dans les tours et vraiment m'énerver et prouver par A plus B que la personne a tort et n'avoir aucun doute là-dessus. Parce que prendre la parole, discuter avec des personnes, surtout quand je les connais pas, ma confiance en moi, des fois, elle peut être niveau zéro. Mais alors, sur le diabète, je sais que niveau répartie, niveau comment je me positionne là-dessus, j'ai aucun doute. Donc, s'il y a quelqu'un qui a décidé d'être tête de mule, je peux être très entêté aussi, quoi. Oui, puis c'est quelque chose qui te concerne intimement aussi, donc... Je me suis trop engagé là-dedans et ça fait trop partie de ma vie pour que je reste indifférent à ça. Après, des fois, je laisse couler aussi quand je sens que ça vaut pas la peine. C'est un peu faire preuve de discernement. Quand tu as quelqu'un qui est dans la provoque à fond, mais que tu sens que ça va mener à rien. Avant, je m'énervais plus, je montais plus dans les tours. Maintenant, je suis plus en mode bon, il y a des cons partout, next. Aujourd'hui, comment tu décrirais ton rapport à toi-même? Mon rapport à moi-même, il passe par beaucoup de questionnements, de remise en question de qui je suis, de ma manière d'être, ma manière de vivre. Et c'est entre autres aussi pour ça que j'ai pris un peu une année pour souffler un peu, prendre du temps pour moi et laisser plus de place à tous ces questionnements-là sur qui je suis en tant que personne, qui je suis en tant que patient aussi. Et du coup, essayer de me créer un peu des bases saines pour ensuite avancer dans la vie en étant plus au clair là-dessus, sur poser des limites plus facilement pour permettre aux autres aussi de mieux cerner la manière dont je réagis ou alors demander. Oh là, je crois que j'ai faim. Qu'est-ce que je disais, poser plus facilement des limites aux autres ou verbaliser le fait de demander aux autres de poser des limites pour mieux savoir ce qui est ok, ce qui est pas ok par rapport à la maladie ou à ma manière de réagir. Je sais que des fois les interactions sociales c'est pas ça du tout pour moi. S'il n'y a pas une thématique un peu qui fait pont entre une personne et moi, je sais que je vais avoir un peu du mal. Du coup, pouvoir prendre le temps d'avoir cette meilleure connaissance de moi-même pour mieux expliquer à des personnes qu'il n'y ait pas cet effort un peu unilatéral, je trouve ça assez intéressant. Mais ça passe aussi pour le diabète. Mais disons que j'ai un peu plus d'expérience sur le diabète parce que ça me traîne depuis un petit bout de temps. Ouais, ton rapport avec le diabète, il est plus acquis que peut-être ton rapport plus... Il est acquis, mais j'ai envie de le pousser un peu plus loin en lui donnant l'espace, là, le temps de cette année 2025 pour cogiter un peu plus dessus. Je sais qu'il y a pas mal de choses, de traumas sur le diabète que je sens qu'ils sont là en toile de fond, mais que je n'ai pas identifié. Et j'aimerais bien les identifier pour avoir une autre manière de vivre la maladie avec, comme je disais, des bases plus saines et être plus apaisé dans la manière de le vivre au quotidien, dans la manière de gérer la charge mentale et tout. Parce que même si je m'en accommode bien aujourd'hui, je sais que enfin, j'ai envie vraiment de faire ce travail un peu de fond que j'ai jamais trop pris le temps de faire. Et toi, c'est plus la charge mentale, c'est vraiment quelque chose c'est clairement... Charge mentale et complications, c'est un peu mes bêtes noires, et les deux sont corrélés, donc si j'arrive à travailler sur l'un, ça va affecter l'autre forcément, et inversement, donc
Donc voilà, c'est juste qu'en l'état, j'ai pas trouvé la bonne manière de faire durer ça dans le temps. Ok. Et c'est entre autres pour ça aussi que je veux faire un travail un peu plus en profondeur pour, pour trouver une manière de vivre ça de manière plus longue et avoir un peu moins des tunnels où ça se vit moins difficilement. Parce que je sais que des moments un peu, j'appelle ça des tunnels, des moments un peu où c'est des phases où t'es moins bien, il y en aura toujours, et je suis au clair là-dessus. Mais si ils peuvent être un peu plus espacés, un peu plus courts, ça sera déjà une grosse avancée. Et c'est ce que je vise pas une vie parfaite avec le diabète, parce que s'il y a un truc que j'ai appris avec le temps, c'est que ça n'existe pas une vie parfaite avec le diabète. Donc déjà, ça c'était une bonne avancée vis-à-vis de moi-même. Et maintenant, c'est comment trouver un équilibre qui tienne la route, qui soit pas trop oppressant et qui laisse quand même de la place aussi au moment où ça va moins bien, sans pour autant que ce soit une défaite très difficile enfin sur laquelle avancer après, quoi. Ouais. Ouais, c'est trouver des clés un peu pour éviter que ça fasse des gros écarts en fait. Ouais, c'est ça. Et récurrent quoi. En fait, ça va bien, après ça redescend, ça va bien, exactement. ça redescend. Et peut-être contrôler, ok, ça va mal, ok, comment revenir, quelle force en fait j'ai en moi. Okay. Les phases où ça monte et ça descend, c'est cool en montagne, c'est moins cool dans le vécu du diabète. Ah, c'est sûr. Si tu devais dire quelque chose à l'enfant ou l'ado que tu étais, qu'est-ce que tu lui dirais? Je dirais de croire en moi, que ok, ça va être un peu compliqué à certains moments, voire même carrément compliqué, mais que c'est pas pour autant que la vie elle va être galère, et de continuer à vivre un peu les passions à fond parce qu'elles sont loin d'être incompatibles avec le diabète et que c'est très beau de rêver. Et si tu regardes dans ta vie dans 10 ans, quelle relation ouais, c'est comme les entretiens d'embauche. Ah ouais. En tout cas dans l'avenir, vers quoi tu aimerais tendre? Alors là, j'en ai aucune idée. Voilà, là, en ce moment, je vis un peu au jour le jour, donc me projeter à terme, c'est un exercice intéressant, mais sur lequel je ne pourrais pas apporter de réponse très précise. Je dirais que déjà être un peu plus en paix avec qui je suis en tant que personne, en tant que patient, ça sera déjà pas mal. En fait, ça passe beaucoup par des petites étapes, un petit truc, plus un petit truc, plus un petit truc, qui aboutissent un peu à cette envie d'être plus en phase avec moi-même et faire ça un peu en fragmenté. Ouais, c'est juste déjà de poser un petit peu tout ce qu'on a pu dire, tout ce qui ça a pu peut-être aussi remuer, tout ça. D'intégrer un peu tout le parcours que tu as vécu jusqu'à présent, de tes 9 ans, de ton enfance, de ton adolescence, de comment toutes les étapes que tu as pu surmonter et avancer. Et quand tu te sens prêt, je vais t'inviter vraiment à regarder en fait le miroir et à dire à voix haute ce que tu vois. Mais vraiment. Ok. Les premiers mots qui viennent. Qu'est-ce que je vois? Je vois quelqu'un un peu qui est un peu paumé dans sa vie, mais pas paumé de manière négative. C'est en plein questionnement sur tout un tas de choses, mais des questionnements qui ont du sens et qui ont avec une envie d'aboutir à une meilleure connaissance de soi. Quelqu'un qui, au fur et à mesure du temps, apprend à mieux se connaître, et que c'est déjà plutôt pas mal. C'est ce que je dirais. Très bien, merci. C'est vrai que c'est intéressant de se confronter au miroir, parce que se mettre face à l'image de soi comme ça et devoir se fixer, c'est assez déroutant. Je sais que je suis pas mal à l'aise avec l'image de moi, et c'est pas pour autant que j'apprécie me fixer trop longtemps. Ouais. Et puis souvent, souvent il n'y a aucun souci. Le miroir, on va le voir tous les jours, on va passer devant juste pour ok, ouais, je suis à peu près coiffée, mais on va pas vraiment s'attarder à se regarder vraiment. Et des fois, en fait, se poser face à un miroir et se regarder vraiment et se dire les choses, c'est confrontant, c'est pas forcément agréable, mais ça peut aussi beaucoup apporter. Bah, sur l'image de moi et sur le fait de me voir, ça va, parce que
avec le parcours que j'ai suivi dans mes études, qui était du coup du cinéma documentaire, moi je me suis beaucoup orienté sur le cinéma un peu de l'intime, donc forcément des thématiques intimes, notamment sur le diabète ou sur tout un tas d'autres choses. Il y a un rapport à moi et j'ai dû aussi apprendre à me mettre face à la caméra, me mettre un peu à nu face à la caméra. Mais en fait, moi, c'est le fait de me fixer comme ça. Je sais que j'ai beaucoup de mal à fixer les gens et genre ça va être toujours des échanges de regards, mais bon, au bout d'un moment, je décale le regard. Et c'est vrai qu'à me fixer, moi, ça me renvoie juste au fait que j'ai du mal à fixer les gens. Mais avoir la caméra un peu pour m'analyser d'un point de vue extérieur, j'apprécie bien parce que globalement, vu que je regarde pas la caméra, j'arrive à me voir, à m'analyser sous un autre angle, ou en tout cas à me voir sous un autre angle, et sans avoir l'inconfort d'un regard qui fixe, quoi. Du coup, c'est pas tellement le miroir qui me dérange, mais c'est vraiment juste le côté appuyer le regard, quoi. Et c'est intéressant ce que tu dis par rapport à tes études d'audiovisuel. Est-ce que tu penses que tout le lien avec l'image, la photo, la vidéo aide à ce rapport-là? Oui. Bon, après, je sais que c'est des médiums sur lesquels moi je me sens à l'aise pour m'exprimer. Donc, moi, il y a quelque chose de très thérapeutique dans l'approche que j'en fais. Et je comprendrais que ce soit pas le cas pour d'autres personnes. Dans mon cas, ouais, c'est vraiment le côté création thérapeutique qui joue aussi beaucoup dans ma pratique perso et la pratique que j'ai eue pendant mes études. Je me suis rendu compte très vite que ce dont j'avais besoin, c'était de mettre un processus artistique pour décrire plus facilement ce que je ressens à l'intérieur de moi et que je n'arrive pas forcément à verbaliser, et aussi à pouvoir mieux le communiquer à d'autres personnes, pas dans un côté un peu nombriliste, mais parce que je vois que ça peut avoir du sens pour d'autres personnes concernées, ou alors que ça peut permettre à des personnes dans mon entourage aussi de mieux comprendre ce qui se passe un peu intérieurement. Puis je trouve ça intéressant le concept de la mise à nu parce que ça pousse un peu dans tes retranchements de qui tu es à l'intérieur. Des fois ça confronte à des choses qui sont pas toujours agréables, mais j'en ai toujours perçu quelque chose d'assez constructif. Donc ça c'est plutôt chouette. Ça va un peu en complément avec l'aspect thérapie, mais plus avec un suivi psychologique. Pour moi les deux sont complémentaires. Clairement. Puis ça permet comme tu disais avant, tu vas parler, donc ça va libérer des choses, le fait de discuter, d'avoir un suivi régulier avec le psychologue, et avec l'image, d'être plus dans l'expression, et là de vivre les choses peut-être plus intensément, et entre le fait de vivre et le fait d'en parler, les deux, ça permet d'avancer aussi. Oui. Très bien. Et la dernière question, c'est pour finir, quel message aimerais-tu partager avec le monde? Pas uniquement aux personnes atteintes de diabète, mais s'il y a un message que tu aimerais partager, ça serait quoi? Bon, ça va être peut-être un peu bateau, mais la vie des fois met des obstacles auxquels on ne s'attendait pas, qui sont parfois vraiment difficiles, mais qu'il y a toujours une façon ou une autre de trouver un équilibre dans lequel on se sent bien, qui prendra la forme qu'on choisit, et qu'il faut se raccrocher aussi à cet équilibre-là, à ces choses qui font du bien, même dans les moments où la vie peut être vachement compliquée. C'est le côté très optimiste dont je parlais tout à l'heure. Moi, c'est ce qui me permet de me lever tous les matins en me disant ok, ça va pas être parfait, mais la vie elle a su son cours, et puis voilà.